certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Bienvenue dans Contes interdits. Bien avant les châteaux de Transylvanie, bien avant les capes, les crocs, et même le nom de Dracula, il y avait autre chose. Un murmure, un cauchemar ancien. Vers l'an 2000 avant notre ère, en Mésopotamie, les tablettes d'argile évoquaient déjà des esprits appelés Ekimou, des morts sans sépulture, revenus hanter les vivants et leur voler leur souffle vital. Dans la même région, on parle aussi des Utuku, des âmes vengeresses, piégées entre les mondes. Vers l'an 1000, plusieurs siècles plus tard, dans l'Europe de l'Est, apparaissent les Strigois en Roumanie et les Bricolacas en Grèce. Des morts vivants, qui sortirent de leurs tombes, marchèrent la nuit et buvèrent le sang des vivants. Dans certaines régions, on plantait des pieux où on clouait les cadavres au sol, par peur qu'ils ne reviennent. Le mot vampire n'existait pas encore. Mais la peur, elle, était déjà là, transmise à travers les générations, de village en village, de tombe en tombe. En 1732, un rapport militaire en Serbie décrit le cas d'un village entier terrorisé par un revenant. C'est là qu'on voit pour la première fois, dans un document officiel, le mot vampire. Puis vient la littérature. En l'an 1819, un écrivain britannique, John Polidori, publie The Vampire, un vampire noble, séduisant et mortel, le premier du genre. En 1872, Sheridan Le Fanu crée Carmilla, une vampire féminine, mystérieuse, élégante et dangereuse. Et puis vient l'année 1897. Bram Stoker publie son roman. Le mythe se fixe, le nom devient éternel. Dracula. Mais sais-tu vraiment d'où il vient? Et s'il a vraiment existé? Pour comprendre Dracula, il faut revenir plus de 500 ans en arrière, dans une région reculée de l'Europe de l'Est. La Transylvanie, là-bas, au XVe siècle, règne un homme, Vlad III, prince de Valachie, fils de Vlad Dracul, membre de l'Ordre du Dragon, une société chrétienne militaire créée pour défendre l'Europe contre les Ottomans. Son nom, Vlad Dracula, ce qui signifie littéralement « le fils du dragon » ou du diable, selon la traduction. Très jeune, il est envoyé comme otage chez ses ennemis à Constantinople vers l'an 1442. Il y apprend la ruse, la stratégie et la cruauté. Certains disent qu'il y fut humilié, d'autres qu'il a juré de ne jamais plus être faible. Lorsqu'il revient sur le trône, Vlad a changé. Il devient un dirigeant impitoyable et il utilise la peur comme moyen de gouverner. Son arme préférée, l'empalement, une méthode lente, douloureuse, humiliante. Il en fait un message, une signature. On raconte qu'il aurait empalé des dizaines de milliers de personnes. Enemies, traîtres, civils, son propre peuple parfois. Dans les chroniques de l'époque, on parle de forêts de cadavres plantés dans la terre, et même d'un dîner qu'il aurait pris. En regardant les corps se tordre dans la douleur, Vlad s'est battu au nom de la croix, mais avec des méthodes qui feraient fuir l'enfer lui-même. Et c'est de ce prince sanguinaire que vient le nom Dracula. Mais le nom Dracula n'était peut-être pas le début. Peut-être juste la première trace visible. Car dans les coins oubliés du monde, bien avant les livres, bien avant les rois, il existait autre chose. Pas un nom, pas une légende, juste une présence, silencieuse, inexplicable, tapie dans chaque coin de la terre. Certains affirment que la peur du vampire est née de Vlad l'Empaleur. Mais d'autres pensent que Vlad n'a fait que réveiller une horreur bien plus ancienne, une terreur enfouie dans la mémoire humaine, partagée par tous, sans jamais s'être rencontrés. Et si ce nom Dracula n'était qu'un masque de plus, porté par quelque chose qui nous suit depuis le tout début, quelque chose d'ancien, d'indicible. Un mal qui prend la forme qu'on lui donne. Un être qui change de visage, mais pas d'intention. Il ne veut pas qu'on l'adore, il veut qu'on le craigne. Et surtout, qu'on l'oublie, car ailleurs, sous d'autres lunes, dans d'autres langues, d'autres créatures se levèrent déjà. Mais une question demeure, inexplicable. Et pourtant bien réelle. À cette époque, les peuples du monde vivaient isolés. Pas de route, pas de livres, pas de contact. Et pourtant, partout, sur tous les continents, on parlait de la même chose, d'un mort qui se relève. Grèce, 500 avant notre ère. Dans les écrits d'Hésiode et de Diodore, on parle déjà de la Lamia, une femme belle et cruelle, qui hante la nuit et dévore les enfants dans leur sommeil. Chine, autour de l'an 900, dans les chroniques des dynasties Tang et Song, apparaît le Jiangshi, un cadavre rigide, animé, qui bondit bras tendus dans les rues sombres pour voler le souffle des vivants. Malaisie, 1300. Mentionné dans les récits portugais lors des premières explorations, la Penanggalan est décrite comme une tête arrachée du corps, emportant ses entrailles et chassant les nouveau-nés sous la lune. Philippines, avant 500. Dans les légendes orales d'avant la colonisation espagnole, on parle du Mananangal, un torse détaché, volant seul dans le ciel noir, en quête de cœur battant et de ventre fécond. Afrique de l'Ouest, tradition Ashanti. Transmis par voie orale depuis des générations, le Hazambozam est un être suspendu dans les arbres, muni de crocs de fer, prêt à fondre sur les vivants sans bruit. Allemagne, 17e siècle. Dans les textes folkloriques bavarois, on évoque le Nachzehrer, un mort qui se dévore lui-même dans sa tombe et tue les vivants en mâchant son propre linceul. Aucune de ces civilisations ne se connaissait, aucun de ces peuples n'avait échangé un seul mot. Et pourtant, ils racontaient la même histoire.
la même peur, la même faim. Alors, comment ont-ils pu, sans jamais se croiser, imaginer le même cauchemar, le même besoin de sang, le même mort affamé? Ou est-ce qu'il y avait, quelque part, un être bien réel qu'on a préféré oublier? Mais ce n'est que plusieurs siècles plus tard qu'un écrivain irlandais, Bram Stoker, trouvera un nom. Fasciné, il décide de s'en inspirer. Mais son Dracula n'est pas une copie de Vlad, c'est un vampire, un être éternel qui dort dans un cercueil et boit le sang des vivants. Bram Stoker ne s'appuie pas uniquement sur Vlad. Il puise aussi dans le folklore des Balkans. Les Strigois, ces morts qui reviennent hanter les vivants. Les superstitions transylvaniennes. Lyle, les crucifix, les pieux et la peur que la mort ne soit pas la fin. Il s'inspire aussi d'autres livres. Carmilla, de Sheridan Le Fanu. The Vampire, de John Polidori. Des œuvres qui parlent déjà de créatures nobles, séduisantes et monstrueuses. Et il s'inspire, dit-on, de l'acteur Henry Irving, un homme charismatique, au regard intense. Stoker voyait en lui la prestance parfaite pour incarner Dracula sur scène, mais Irving refusera toujours d'endosser ce rôle. Ainsi naît, en 1897, le conte Dracula. L'œuvre devient culte, et avec le temps, le mythe dépasse le roman. En 1922, un réalisateur allemand, F.W. Murnau, crée un film, Nosferatu. C'est une adaptation non officielle de Dracula. Les noms sont changés, mais l'histoire est presque identique. La veuve de Bram Stoker attaque. Le tribunal ordonne la destruction du film. Mais, comme un vrai vampire, Nosferatu survit. Des copies échappent au bûcher, et le film devient une autre légende. Aujourd'hui, Dracula est bien plus qu'un personnage. Il est un symbole, un miroir de nos peurs, une question qui dérange. Et si l'immortalité avait un prix, on croit qu'il dort dans un cercueil, qu'il craint la lumière, qu'il n'a pas de reflet. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il a été créé à partir d'un homme bien réel. Un homme qui a existé, qui a tué, et dont le nom, même aujourd'hui, fait encore frissonner. Dracula, l'homme, le mythe, la légende interdite. Est-ce une légende? Ou la vérité qu'on préfère oublier? À vous de juger. Abonne-toi, si tu oses.